Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Ce soir, je suis avec Jean-Dominique Michel, anthropologue suisse, un très expert dans le domaine de la santé, entre autres, et qu'on a tous connu au moment du Covid. Donc bonsoir à toi, Jean-Dominique, merci à toi d'être ce soir parmi nous. Bonsoir et merci pour ton invitation. Ravi d'être là et félicitations pour cette chaîne. C'est vraiment une très belle initiative. Eh ben, merci à toi. Alors les amis, je vous ai ouvert le chat pour qu'on voit vos commentaires en bas à droite. Et merci Cassandra, merci Albert. Albert qui sera le modo hein, qui va vous dire de partager tout ça. Et donc voilà les amis. Et bien sûr, le programme de ce soir, il va y avoir plein de choses à dire. On va parler de Macron et ses investissements otanesques, comme on pourrait dire. On va parler de Trump aussi, on va parler de Gaza, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Gaza et le traitement médiatique autour de ça. Hein. La liberté d'expression qui on voit et commence à être attaquée un peu de partout. Donc on va parler aussi de ces choses-là avec Jean-Dominique parce que c'est important d'avoir son avis sur tout ça. Donc je vous invite à tous partager, que ce soit sur X, sur YouTube ou sur Twitch. Et on va commencer hein, par Macron, hein, qui a annoncé un grand investissement à hauteur de 5% du PIB, hein, ce qui représente la bagatelle de 145 milliards pour le budget 2026. Donc on voit cette fuite en avant pour le complexe militaro-industriel. Toi, vu de Suisse, comment tu vois ça et peut-être comment la Suisse voit ça? C'est une très très bonne nouvelle et franchement, on envie votre Mozart de la finance qui fait miracle sur miracle. On sait que la France a des surplus budgétaires dont elle ne sait que faire, que les citoyens français auraient envie de payer encore plus d'impôts tellement c'est menu. Et donc, c'est effectivement une vision extrêmement idyllique qui donne envie. Non, blague à part, c'est une truanderie absolue, mais qui souligne l'aspect totalement délirant du monde dans lequel nous sommes, et délirant au sens psychiatrique, au sens psychopathologique. Donc dès qu'il s'agit de dépenser des milliards pour des causes foireuses comme la junte ukrainienne ou l'industrie de l'armement, comme par miracle, on trouve des ressources à peu près infinies. Lorsqu'il s'agit de financer les services publics ou ce qui pourrait être utile à la population, tout d'un coup, il n'y en a plus et on explique bien aux gens qu'il faut se serrer la ceinture. Donc on est vraiment dans une bouffée délirante et puis avec cette caractéristique remarquable que c'est le pognon des Français. Et la caste politique fait comme si c'était son argent, qu'elle n'avait aucun compte à rendre à personne et que finalement elle dépensait selon son bon plaisir dans une direction ou d'une autre. Cela dit, 5% du budget de l'État pour l'OTAN, c'est totalement irréaliste et déraisonnable de toute manière. Donc Trump s'est livré à une opération assez intéressante. On sait que les États-Unis se plaignent de leur impérialisme imposé au monde en disant finalement aux autres États, vous ne contribuez pas suffisamment à notre impérialisme qui nous permet d'imposer notre loi. Donc ils demandent des contributions supplémentaires, mais à peu près aucun pays européen ne peut aujourd'hui mettre sur la table 5% de son budget pour financer cet effort de guerre. Donc c'est extrêmement particulier parce que là encore, c'est une demande déraisonnable et irréaliste. Et puis dernier élément que je trouve frappant et évidemment choquant aussi, c'est cette obsession du militaire. Je ne crois pas que l'équilibre de la terreur, comme on l'appelle, soit défaillant en Europe, qu'on soit dans un besoin de s'armer davantage. Plus, le désavantage de l'armement militaire, c'est qu'une fois que vous avez des arsenaux complètement déraisonnables, quand même, l'idée des militaires, c'est de finir par les utiliser. Donc on investit massivement dans l'industrie de guerre. Alors ça peut être un subterfuge pour compenser l'effondrement des secteurs industriels traditionnels. L'Allemagne notamment veut devenir la première industrie militaire européenne, mais pour compenser le fait que l'industrie automobile est complètement détruite. Mais elle est détruite comme résultat d'un ensemble de décisions politiques. Donc non, tout ça est franchement insensé. La bonne nouvelle, c'est que justement, c'est tellement délirant que ça n'est pas un projet, j'ai même pas envie de dire réaliste, mais ça n'est pas un projet réel. Ça ne se passera de toute manière pas comme ça. Et puis, toujours dans cette logique qu'au fond, plus ils deviennent outranciers, plus ils proposent n'importe quoi, plus malgré tout, ça aide à ouvrir les yeux de la population, en tout cas ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien se dire que c'est une étape sur un long chemin, il y en aura encore beaucoup d'autres
pour qu'à un moment donné, la population puisse se réveiller, même si on se dit qu'elle aurait dû le faire en réalité depuis longtemps. Et c'est ça. Et tu sais, il y a Julian Assange qui disait souvent, qu'il avait dit surtout pour l'Afghanistan, qui disait que le complexe militaro-industriel, qu'il soit américain ou français, parce que c'est les deux plus gros complexes actuellement au monde, hein, et il y a le chinois qui arrive aussi, euh, il disait, dans tous les cas, ça sert, en fait, c'est comme une énorme machine à blanchir l'argent du contribuable. Où, en fait, le but, c'est pas d'avoir une guerre réussie, c'est pas d'avoir une guerre euh, ou même où on pourrait gagner, hein, c'est pas du tout ça le projet, c'est surtout d'avoir une guerre, en fait, où l'argent coule à flot, en quelque sorte. Et c'est et à travers ces 5%, c'est ce qu'on voit, c'est que quand la France dépend, si la France doit dépenser 145 milliards dans son budget de défense, il y a une très très grosse partie qui va retourner à l'industrie militaro-industrielle américaine et une infime partie, une très petite partie qui va revenir à nous, quoi. Enfin, on est dans un truc quand même où tout ça va profiter grandement aux Américains et on le voit dans la réaction de la ministre espagnole de l'Emploi et de l'Économie qui a dit, mais nous ne sommes pas le vassal de Monsieur Trump, on ne va pas mettre 5%, 5% de notre PIB, ça représente 85 milliards pour l'Espagne. Ils disent, mais c'est impossible de mettre cette somme-là sans consulter notre peuple. C'est ce qu'elle a dit là. Donc c'est quand même assez. On a deux salles, deux ambiances. Oui, oui, merci, merci pour la référence d'Assange, qui évidemment est magnifique. Il y a aussi Pierre Conesa qui avait écrit le livre Vendre la guerre, en montrant comment toute une série d'influenceurs de plateau, ils sont bien connus, et les médias dans leur ensemble font en fait un service de persuasion de l'opinion publique face à des guerres qui sont évidemment parfaitement inutiles. Et c'est ça, j'ai envie de dire, une des beautés venimeuses de la situation, c'est qu'il n'y a aucune raison de redouter que l'Europe soit envahie par qui que ce soit. C'est juste totalement déraisonnable. Les perspectives réelles de guerre n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui. Mais on voit effectivement que cette industrie a besoin de continuer à engranger des bénéfices et déployer une activité. Et Frank Zappa, tu sais, le grand rocker, avait dit de toute manière, la classe politique n'est que le service spectacle de l'industrie militaro-industrielle. Donc effectivement, Ouais, bien on voit sûr. qu'on est complètement captif et pris en otage de ces mafias massives, mais qui après sèment quand même la mort, la destruction et la désolation à la surface de la Terre, parce qu'il faut bien utiliser ces armements, il faut bien faire croire qu'il y a des menaces réelles. Donc les conflits à répétition au Moyen-Orient, en Ukraine, etc., sont entretenus en pure perte pour pouvoir préserver cette logique paranoïaque et la chaîne économique qui en découle. Mais faut-il rappeler au passage que c'est des millions de morts et non seulement des militaires, mais des victimes civiles innocentes. On se souvient que la guerre en Irak a fait 1 million de morts civiles, dont 500 000 enfants. 500 000 enfants qui sont morts de malnutrition et de ne pas recevoir des soins alors qu'ils étaient malades. Donc tu imagines, c'est des gens qui, de la manière la plus cynique, se disent pour perpétuer notre business et continuer à engranger les bénéfices et ne pas perdre notre pouvoir sur les sociétés, eh bien, on va laisser 500 000 enfants mourir alors qu'il suffirait de leur envoyer des médicaments pour qu'ils soient soignés et vivent normalement. Mais oui, c'est le prix à payer pour notre petit business et cela ne nous pose aucun problème. Donc c'est terrifiant, c'est pédagogique en même temps et une nouvelle fois, il faut espérer que tôt ou tard, cela débouche sur un sursaut de conscience. Parce que la réalité, c'est que, alors même que nous ne cessons de nous appauvrir et en ce qui concerne la France, de se précipiter vers la misère, hein, la France est au seuil de l'effondrement que la Grèce a connu, paradoxalement, jamais nos sociétés n'ont été plus riches et prospères. Et par une simple, j'ai envie de dire, allocation juste en termes de biens communs des ressources existantes, le niveau de vie pourrait être particulièrement élevé, savourant une période de paix et de prospérité. C'est juste, j'ai envie de dire, que ça n'a pas l'air d'être l'agenda des personnes qui sont aux commandes. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parallèlement, on nous demande d'aller travailler jusqu'à 66 ans, hein. Vous, la retraite en Suisse, c'est quel âge? Je crois qu'on est à 65 maintenant. Maintenant, la Suisse est un Mhm. pays un peu particulier parce qu'au fond, les Suisses aiment bien travailler. Donc, tous les D'accord. projets de réduire la durée du travail ont toujours échoué.
Et puis l'idée de prendre sa retraite tôt et de travailler beaucoup moins, au fond, n'a jamais fait partie de l'éthos, mais aussi parce qu'on a un système économique qui, au fond, est assez différent. Je me permets quand même de souligner ça parce que ça me semble avoir son importance, notamment l'importance de la formation professionnelle. On n'a pas forcément un système de bac et d'université et de hautes écoles. On a des systèmes d'apprentissage qui permettent très tôt de se diriger vers un métier qui nous intéresse et qui, en fait, garantit le fait qu'il y ait une réelle connexion entre les personnes formées et les besoins du monde du travail, avec une grande diversité économique. Beaucoup de gens l'ignorent, mais la Suisse n'est pas que le pays des banques, des assurances et du chocolat. C'est aussi un des principaux pays industriels, avec une industrie de pointe, de précision, très chère évidemment à cause du franc suisse, mais qui malgré tout s'exporte relativement bien. Et donc, si tu veux, une configuration de la société qui est au fond très différente de celle d'un pays marqué par les grandes écoles et par le bac. Tout le monde va au bac. Et par exemple, en Suisse, plus la majorité des chefs d'entreprise sont des gens qui n'ont pas de formation universitaire, de haute école de commerce ou équivalente. C'est vraiment des gens qui viennent du terrain. Donc, je veux dire, il y a une relation au travail qui, par définition, est assez différente de ce qu'elle est en France. Mhm, mhm. Mais tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on a Macron qui nous demande d'aller travailler jusqu'à 67 ans, et peut-être que c'est légitime, si tu veux, par rapport au reste, mais qu'est-ce que aujourd'hui tu peux nous dire ça, vu comment on détruit le pays méticuleusement? Tu vois, je veux dire, c'est une destruction de toutes les pans de notre économie Oui, oui. qui est méticuleusement faite, en fait. Et Bah, ça, juste quand on prend, par exemple, ton domaine où tu es expert, la santé, aujourd'hui, on a quand même une classe politique qui a fait passer il y a quelques semaines un amendement sur la fin de vie, mais parallèlement, on nous dit que la sécurité sociale n'a plus d'argent. Alors que, parallèlement, dans ces mêmes territoires en France, par exemple là où j'habite, où je t'ai dit que j'habitais, mhm. pareil, on ne trouve pas de médecin. Trouver un médecin traitant, c'est la croix et la bannière, tu vois. Et tout ça, en fait, personne ne le corrèle. Mais en fait, c'est un projet global. Je veux dire, tu peux pas faire une loi sur la fin de vie et parallèlement avoir des concitoyens qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à être suivis, qui n'arrivent pas à... je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien qu'un cancer, ça se joue, je crois, dans les premières phases, hein. Après, ça commence à être plus compliqué. Donc, tu vois, je veux dire, et tout ça, c'est un processus. Toi, comment tu le vois, ce processus de destruction de la santé, de... Mais comme toi, je crois que si on n'a pas intégré le fait que le véritable projet de Macron, ça a été de détruire la France, il y a une sérieuse mise à jour à faire parce que, euh, en fait, il est très bon, mais c'est le Mozart de la destruction. Et c'était le projet d'emblée, il a tout fait de manière extrêmement méticuleuse. Donc on voit effectivement cette manière, mais littéralement de détruire. Faut-il rappeler que la France avait un des meilleurs systèmes de santé au monde il y a encore peu de temps. Et puis, alors moi qui commence à gagner mes galons de vieillesse, j'ai souvenir d'avoir grandi dans un monde où la France était à la pointe dans un ensemble de domaines et de technologies. C'était l'époque du TGV, premier train à grande vitesse, le Concorde, il y avait une industrialisation extrêmement développée, des savoirs de pointe dans multiples domaines, et je crois que c'était vraiment le rêve du général de Gaulle d'avoir une France qui utilise ses talents et ses extraordinaires atouts, parce que la France, c'est un monde en soi. Il y a tous les biotopes, il y a toutes sortes de populations, il y a justement une diversité qui est tellement riche, et si les dirigeants au service du collectif font ce qu'il faut pour que le génie de la France puisse se déployer, à ce moment-là, c'est vraiment une des nations les plus intéressantes, les plus créatives et les plus brillantes au monde. Mais si à l'inverse, toute l'énergie est mise au fait de détruire, de démotiver et de saccager et de piller, eh bien, à ce moment-là, évidemment que ça va totalement dans le sens contraire. Et puis, avec ce double discours, hein, c'est vraiment serrez-vous la ceinture, mais nous, on se sucre et on se vautre dans les privilèges et dans les dépenses somptuaires sans avoir plus aucun compte à rendre à qui que ce soit. Et au fond, là, on voit cette rupture profonde du contrat politique et social et qui est devenu vraiment débridé depuis l'ère Macron, à vrai dire. Avant, bien sûr que les élites profitaient. C'est dans la nature humaine, le pouvoir
tend à rendre un peu mou sur le plan de l'éthique, mais il y avait encore une espèce de semblant de vertu qui faisait qu'on ne pouvait malgré tout pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, du fait du dysfonctionnement de tous les contre-pouvoirs et de tous les systèmes de contenance, c'est au contraire banquet ouvert. Donc, le président du Sénat se commande un siège à 40 000 euros. Et puis, il vient expliquer, bedonnant et repu des mets qui sont, paraît-il, les meilleurs du territoire français, encore meilleurs que les meilleurs restaurants gastronomiques. Il vient expliquer aux Français qu'ils doivent se serrer la ceinture. Quand on sait qu'aujourd'hui, une proportion significative de la population n'est juste plus en mesure d'avoir 3 repas par jour. Est obligé de Mhm. sauter des repas, non pas par jeûne intermittent et souci de sa santé, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens de ça. Donc on est dans quelque chose qui est devenu obscène, à vrai dire. Et alors ça Voire peut morbide. durer. Pardon? Voire morbide. Oui, mais bon, ça ne peut durer qu'un certain temps, donc évidemment que c'est assez cauchemardesque de voir ce truc. Et puis tu vois, par exemple, on vient d'apprendre que le coût des Jeux Olympiques, dont la cérémonie disgracieuse nous reste tous en travers de la gorge, est en fait double de ce qui avait été budgété. Donc il y a plus de limite. Il n'y a plus de limite et il Mhm. n'y aura pas de conséquences. Et vraiment, ce pillage de la part d'une caste médiatico-politique très caractéristique de la France, à vrai dire, c'est un niveau sociologique, on ne trouve pas l'équivalent aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre. Aujourd'hui, c'est vraiment le bal des truands et ils se sucrent, mais tu sais, comme ces casses dans des grandes villes, quand tout d'un coup il y a une panne d'électricité, et puis tu as des hordes qui vont piller les magasins d'électronique, de chaussures, de trucs, en essayant de rafler tout ce qu'ils peuvent au passage, ben, j'ai envie de dire, l'élite française est aujourd'hui dans cet état-là et se sent évidemment très en sécurité et très à l'aise, vu que tout le monde tire à la même corde, et donc plus aucune critique ou plus aucune opposition n'est temporairement, heureusement, possible. C'est ça, c'est ça. Et pour finir sur Macron, on le voit aussi sur ces dispositifs Kumkum dont tout le monde parle, qui a été favorisé par- clairement par le lobby bancaire, hein. Ça, c'est pareil, tu vois, je veux dire, c'est un truc, normalement, on devrait tous faire la connexion, quoi. Je veux dire, Macron, ex-banquier Rothschild, qui a un ministère à lui qui est Bercy, prend des coups de pression par le lobby bancaire. Je veux dire, si on voit pas le poteau rose, quand même, c'est énorme, quand même. Mm. Tu vois. Donc voilà pour Macron. On vous a fait un bon petit 20 minutes sur Macron. Ça fait plaisir, ça fait du bien à la santé. Donc merci à tous les amis dans le chat, hein. Je vois que vous êtes plein à commenter. Et vous êtes presque 500 en 20 minutes. Donc merci à tous. Je vous invite à tous partager, que ce soit sur X, sur YouTube et sur Twitch. Et on va passer au sujet Trump, hein, parce que ça, c'est pareil, hein. Mm. On a vu une grande scène de théâtre où, dans un premier temps, il y a eu une guerre on pourrait dire, de 12 jours, 11 jours en fait. Et le 12e jour, Trump a décidé de frapper les installations dites nucléaires de l'Iran. Derrière, on a eu plusieurs analyses. On en a certains qui nous ont dit que Trump avait calculé tout ça. C'était pour faire un piège à Benjamin Netanyahou pour pas qu'il attaque plus l'Iran. On a d'autres gens qui nous ont dit que ça aussi, c'était calculé pour que en fait, ça apaise tout ça et que les Iraniens fassent reculer le projet nucléaire iranien. Toi et moi, on a une autre idée de la question. Je te laisse la développer, mais c'est vrai qu'on a une autre idée de la question et je pense que c'est important de le dire parce qu'on voit beaucoup de choses passer. Donc, notre version n'est pas plus bête que les autres. Vas-y, je t'en prie. Merci. Oui, je dirais pour résumer qu'il y a 3 hypothèses sur la table. Une d'entre elles, c'est que Trump est quelqu'un qui a identifié le fait qu'il y a un projet globalo-fasciste qui est porté par les élites globalisées. Il s'est bien fait avoir pendant son premier mandat, il a eu le temps de réfléchir, il est revenu à la charge en disant il faut absolument déconstruire l'État profond, rendre la souveraineté au peuple américain et le faire passer en premier, et à nouer des alliances avec un certain nombre d'autres chefs d'État comme Poutine et d'autres qui sont dans le coup et qu'au fond, il y a un front
de patriotes qui veulent revenir à un pouvoir des États-nations et mettre en échec cet agenda globaliste. Ça, c'est le scénario. Alors, de nouveau, moi, je réfléchis en termes d'hypothèse, donc je n'ai aucune certitude sur rien, mais c'est une hypothèse qu'un certain nombre de personnes considèrent. Et dans cette perspective, ben, évidemment que Trump ne peut pas affronter de manière frontale euh, les lobbies qui soutiennent le projet globalo-fasciste. Ceux qui s'y sont essayés avant lui, et le dernier en date est John Kennedy, se sont fait assassiner. Donc, en fait, il joue une partie d'échecs extrêmement méticuleuse pour, dans le cadre d'une espèce de pédagogie collective, permettre que la population comprenne, finisse par comprendre de quoi il s'agit. Et donc, voilà, il est dans un jeu extrêmement complexe et subtil pour faire apparaître ça. Bon. Autre hypothèse aux antipodes, c'est le fait de dire Trump est un leurre. On a fait croire que c'était le candidat anti-système, mais en fait, il est tout aussi pro-système que les autres. Il est totalement assujetti aux lobby sionistes aux États-Unis. Il est totalement maqué avec Big Data et notamment les projets d'intelligence artificielle délirante. Donc, voilà, Palantir, pour dont Palantir, ralentir, entre autres. pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une petite émission sur le sujet, c'est pareil, Voilà. il y aurait une connivence entre les deux. Il est totalement acquis au lobby militaro-industriel, donc pour ne pas froisser ses électeurs et donner l'impression de les trahir, il va quand même faire semblant de rester en grande partie sur ses lignes. Il va donner une petite marge de manœuvre à Robert Kennedy Jr. pour effectivement réduire un peu le pouvoir de destruction des pharma, mais grosso modo, tous ceux qui croient en lui sont des naïfs et vont avoir un réveil douloureux parce qu'ils ont espéré que ça serait un peu le chevalier blanc qui viendrait sauver nos sociétés. Et en fait, que dalle, c'est juste un pion du système dans une mise en scène qui finalement a permis d'embobiner tout le monde davantage. Puis la troisième hypothèse, c'est celle de dire, bah, finalement, c'est ni l'un ni l'autre. En ce qui me concerne, je suis très loin de considérer Trump comme un idiot. Je crois qu'on n'a pas une carrière comme celle qu'il a eue sans avoir un nombre évident de qualités. Il est intelligent, il semble démontrer une vraie sensibilité pour les gens. Et ça, peut-être que c'est difficile à voir depuis l'Europe, étant donné le matraquage des médias. Mais notamment, il a grandi avec un père qui était déjà un promoteur immobilier. Et ça veut dire que dès enfant, il s'est promené sur les chantiers de la construction, en rencontrant les menuisiers, les électriciens, les plombiers, interagissant avec eux. Et je trouve, en ce qui me concerne, qu'on voit chez Trump cette fibre populaire. Il sait parler aux gens, il ne les prend pas de haut et il donne parfois même l'impression d'avoir une réelle capacité d'empathie. Cela dit, euh, à côté de ces traits vertueux de son caractère, c'est aussi quelqu'un de très impulsif, de très vantard, de très narcissique et qui, au fond, fait un peu n'importe quoi. Donc, récemment, Jeffrey Sachs, le grand analyste américain auquel André Berkoff demandait mais est-ce que Trump n'est pas un joueur d'échecs qui réfléchit très longtemps à l'avance, a éclaté de rire en disant Trump un joueur d'échecs, mais vous avez aucune idée. Un jour, il dit blanc, le lendemain, il dit noir, il dit tard pour bar, il change d'avis comme de chemise, il se croit tout permis, et quoi qu'il fasse, de toute manière, c'est lui le meilleur, il est plus intelligent que les autres et il a tout compris. Il faut rajouter à ces différentes hypothèses le fait qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une politique spectacle. Alors, c'est vrai chez nous, parce que Macron a quand même donné le change quant à qui il est et les intentions réelles qu'il anime. Mais aux États-Unis, de surcroît, le spectacle est très vocal. Et c'est vrai que Trump est un homme de spectacle. Il a fait notamment des shows télévisés, tu sais, The Apprentice, qui est une espèce de télécrochet sur des gens qui voulaient réussir dans la vie. Et puis, il a ce sens du show à l'américaine. C'est moi qui ai le plus gros pistolet, donc les autres vont m'écouter parce que j'ai le plus gros pistolet. Mon bouton nucléaire, il est plus gros que le bouton nucléaire de la Corée du Nord. Donc, il a ce côté comme ça un peu débridé et vocal qui est folklorique à certains égards et qui peut même paraître comme étant assez amusant. Mais avec malgré tout quelque chose qui devient extraordinairement problématique sur le plan de la politique internationale, parce que ce n'est pas un show à l'américaine, parce qu'il y a des équilibres géopolitiques complexes, parce qu'il y a des nations qui ont une histoire, qui ont une densité, qui ont une dignité, et quand tu débarques comme le parrain mafieux dans les films de Coppola, en disant je vous fais une offre que vous ne pouvez pas refuser, c'est ça et rien d'autre, en piétinant complètement le droit international, les accords passés
et le bon sens quelque part, bah, finalement, tu es un peu inévitablement un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, par rapport à ces trois hypothèses, moi, je reste ouvert. Si je devais, 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 si je... Ouais, on a. J'ai été Ah, coupé, ouais, voilà, voilà, t'es de revenu. retour. Ok, Ça a fait repeat again sur si je devais, si je devais, si je devais. d'accord. Ok. Vas-y, c'est Alors, bon. si je devais découvrir que c'est le Chevalier Blanc, je serais ravi. Si je devais découvrir qu'il est au service de l'État profond, je serais déçu, mais pas forcément énormément surpris. Cela dit, mon hypothèse privilégiée, c'est plutôt celle du milieu. Et je crois qu'il a des bonnes intentions à certains endroits, qu'il reste extraordinairement inculte, ce qui est le propre des Américains. Donc, par exemple, la Ils perception sont qu'il pas a de connus. l'Iran, mais oui, la Ils sont pas. perception qu'il a de l'Iran ou du Moyen-Orient est juste totalement caricaturale par rapport à la réalité de ce qu'est l'Iran avec une tradition millénaire. Et puis, je suis obligé de constater que pour l'instant, il reconduit le pire de la politique américaine, à la fois dans les chantages adressés à d'autres États au mépris du droit international. Donc, peut-être je peux faire une toute petite parenthèse là-dessus. Je Il faut t'en se prie. souvenir que l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire, se soumettait à des inspections de la part de l'Agence internationale sur l'énergie atomique. Il s'avère d'ailleurs que le chef des inspections donnait les informations à Israël. C'est une révélation de l'Iran d'il y a quelques jours, donc c'est quand même un peu... Mais toujours est-il que l'Iran a toujours respecté tout ce à quoi il était soumis, et là, Trump arrive en disant, mais ça, je m'en fous, rien à foutre, c'est moi qui ai le plus gros pistolet, il faut que l'Iran n'ait jamais de nucléaire, même civil. Et c'est juste totalement absurde. Tu vois ce que je veux dire? Les États-Unis n'ont Bien sûr. aucune légitimité à demander un truc pareil. Et puis après, puisque les Iraniens n'ont pas l'air d'obtempérer dans les délais, bah, ils donnent le feu vert à Netanyahou pour aller faire bombarder l'Iran et tuer, assassiner un certain nombre de personnes. Et là, on nous sort, mais Trump le premier, cette verbalisation délirante qu'ils ont le droit de se protéger. Oui, mais se protéger, c'est pas aller assassiner des scientifiques, des responsables politiques et des gens qui n'étaient pas du tout en train de t'attaquer. Et donc, sur ce terrain-là, comme sur Gaza, hein, Trump a obtenu juste avant son investiture un cessez-le-feu. On sait qu'Israël ne respecte jamais ses engagements, jamais. C'est une règle cardinale de géopolitique. Et ben, quand Netanyahou a trahi ses engagements et recommencé les massacres quelques semaines plus tard, ben, Trump a laissé faire, hein. Et il ne s'en émeut pas. Je veux dire, dès qu'on lui parle, il dit oui, mais le Hamas, le Hamas. Donc, moi, je vois malheureusement quelqu'un qui est en train de beaucoup trahir les espoirs qu'on pouvait avoir en lui, se fait le complice, mais le complice actif, le co-acteur du génocide en cours à Gaza, et que pour quelqu'un qui est un pacifiste avec l'intérêt de l'humanité à l'esprit, c'est difficilement justifiable. Alors, les pro-Trump nous disent oui, mais c'est pédagogique, il ne peut pas faire autrement, il est obligé de composer, faites-lui confiance. Mais ça nous remet dans une position, tu sais, comme quand on nous disait faites confiance à la science pendant la crise Covid. Moi, je fais Ouais. confiance à personne, hein. Et quand je vois quelqu'un avancer avec quelque chose d'aussi toxique, et pour rester sur la scène de Gaza, on développera si tu le souhaites, mais les accords d'Abraham que Trump est en train de vouloir imposer, c'est le démantèlement de la Palestine au mépris du droit international. Donc, Pour un ça projet de apparaît comme... Rivera, qui sont les prémices d'un projet de Rivera, comme il en avait parlé à un certain Voilà. moment. Donc, à chaque fois, il dit j'arrive avec une solution géniale, sauf que c'est une solution qui est totalement injuste et abusive. Et puis, toujours en se donnant le beau rôle, hein, c'est moi qui sauve la paix, je veux le prix Nobel de la paix. Ben, si tu veux le prix Nobel de la paix, mon gars, commence par faire des actions authentiques pour mettre fin aux destructions, aux génocides et aux massacres à travers le monde. Donc oui, je suis assez critique de la position de Trump, tout en restant ouvert sur la finalité. Et puis je terminerai ma réponse par là, sinon je pourrais prendre tout le temps qui nous est dévolu. Mais tu vois, une chose que les gens ne mesurent pas, et j'ai parfois des réactions à ce que je publie au sujet de Trump, ils me disent, ouais, vous faites de l'anti-Trumpisme primaire. Mais
menacer un pays souverain, d'assassiner son dirigeant, dire aux gens de Téhéran, fuyez Téhéran parce qu'on va bombarder. Alors, on ne le prend pas au sérieux parce qu'on sait qu'il dit tout et n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais juste que les gens mesurent à quel point c'est grave quand un chef d'État est le chef d'État le plus puissant au monde dit tout le temps tout et n'importe quoi. Quelle confiance est-ce qu'on peut avoir dans sa parole? Quand il dit je ne vais pas intervenir dans les 15 jours qui viennent et que 2 jours après, il attaque. Tu vois, c'est paroles de pute. Et je suis Hum. désolé envers les travailleuses du sexe qui sont beaucoup plus respectables de ça. Mais donc, Et Trump est en qui train et de on leur passe le montrer bonjour ce soir, mais est en train de montrer par son comportement, quelles que soient ses motivations, que l'Occident est devenu totalement indigne, indigne de confiance, n'a plus la plus élémentaire tenue. Et quand on compare avec un Poutine ou un Xi, qui ne sont pas mes idoles, je veux dire, le système communiste chinois, c'est pas ce dont je rêve, mais toujours est-il qu'il y a chez Xi une élégance, une tenue, une pudeur, une retenue qu'on alors n'a que plus du tout. alors que c'est celui qui a peut-être le modèle social le pire de tous. Tu vois, C'est c'est ça. ça qui est paradoxal. C'est que on a des gens qui sont très très bons sur ces aspects géopolitiques, Xi et Poutine, mais les modèles sociaux sont, voilà, c'est pas du tout notre rêve. Et je veux dire, c'est sur ça aussi que, tu vois, je voulais, pour revenir à Trump, il y a le sujet du Congo, là, par exemple, qui apparaît. Et ce sujet-là, je trouve qu'il est très révélateur de tout ce qu'on vient de dire là, de tout ce que surtout tu viens de dire. C'est que le Congo, il faut savoir que la guerre qui s'est passée depuis X années au Congo, elle est quand même la grande résultante d'une ingérence américaine en amont. Eh oui. Parce que, parce que Kagame, il suffit de regarder le CV de Kagame pour comprendre que le dirigeant du Rwanda et là, cet homme qui forme le M23 et qui attaque Goma et toutes ces villes au Congo, c'est quand même quelqu'un qui a le CV type d'un agent de la CIA, quand même, hein. Clairement, hein. Et je trouve que là, l'accord de paix, qui est un faux accord de paix, parce qu'au final, ça va piller la souveraineté du Congo, hein. C'est pareil, c'est de la mise en scène. On fait croire qu'on est beau, qu'on est gentil, mais en final, on est les pires crapules parce que Kagame, en attendant, il sera jamais jugé. Je ne crois pas que Kagame soit très concerné par les minerais, toutes ces choses. Donc au final, voilà, on a quelqu'un que derrière on protège en coulisses et on se fait passer pour quelqu'un, un faiseur de paix et tout. Alors qu'en fait, au final, c'est juste Trump qui a dit à Kagame, bon, bah maintenant, nous, on arrête pour toi là-bas, tu te démerdes. Donc forcément, on signe un accord de paix. C'est un peu la logique trumpienne, en fait. Oui, oui, oui. Et puis cette logique du rapport de force absolu, hein, c'est parce que de nombreux commentateurs soulignent qu'au fond, ce que cette crise aura mis en lumière en Iran, c'est le fait que l'Iran aurait bien mieux fait de se doter de l'arme nucléaire. Mhm. Donc après, c'est l'effet pervers, mais qui renverse les priorités, parce que tout le sens du traité de non-prolifération et des inspections des agences qui vérifient que le nucléaire est bien civil et pas militaire, c'est d'éviter qu'il y ait une course à l'armement. Mais si en même temps tu démontres par le fait que tu n'en as rien à foutre des accords et que tu piétines le droit, que la seule logique à laquelle tu es sensible, c'est le rapport de force, et donc que si l'autre a la bombe atomique, ben finalement tu vas pas le faire chier, tu vois, tu es en train de complètement renverser l'ordre des choses. Alors, certains plaident pour un principe de réalité. En ce qui me concerne, je reste quand même attaché au droit international et je me dis surtout que quand la fin justifie les moyens et permet tout, ce qui est accessoirement le sens de la politique israélienne depuis toujours, euh, eh bien, à l'inverse, ça nous fait basculer dans un monde pervers. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui cadre cette brutalité et surtout le fait de ne réfléchir qu'en termes de rapport de force. C'est terrible de vivre Mhm. dans un rapport de force permanent. Alors, il y a des rapports de force partout et il faut savoir en tenir compte. Mais en même temps, c'est tout le sens du droit et de l'architecture et des relations internationales que de permettre d'aménager ça pour précisément qu'on ne soit pas en permanence dans cette brutalité au premier degré. Et malheureusement, Trump donne l'impression d'être quand même dans ce registre
intellectuelle, si j'ose dire, en tout cas cette clé de lecture, de compréhension du monde. Mhm. Donc maintenant, on va parler quand même de Gaza, parce que il y a quand même Ah, aussi l'aspect sanitaire aussi qui est dramatique, hein. Toi qui es un expert de la santé, je regardais hier soir là, des intervenants sur Al Jazeera, je crois, qui parlaient et qui disaient que c'était vraiment un fléau en termes de maladies, de famine, que les conséquences pour le peuple palestinien seront sur plusieurs années, hein, ils disaient. Toi, comment t'estimes et quelle est la position de la Suisse dans tout ça aussi? Ça serait intéressant. Bon, bah, elle est aussi hypocrite que les autres. Et d'ailleurs, euh, des dizaines de diplomates ont interpellé le ministre des Affaires étrangères en disant, mais vous ne pouvez pas vous taire face à un génocide qui est en cours sous nos yeux. Des citoyens se sont proposés de porter plainte pénale contre lui pour complicité de génocide. Et il semble que ça soit une ressource qui soit plus actionnable et intéressante que ce qu'on pourrait l'imaginer. Parce que précisément dans l'architecture du droit international, mais après aussi des droits nationaux, dans la suite de la Deuxième Guerre mondiale et de la tragédie de la Shoah, on a veillé à ce que le crime de génocide soit l'objet d'une vigilance particulière et que il soit rendu actionnable par un ensemble, y compris par des citoyens, au cas où il viendrait à s'en reproduire un. Et donc, je sais qu'il y a plein de pénal qui a été déposé contre le ministre des Affaires étrangères, et mes amis juristes et avocats me disent que c'est très solide sur le plan juridique. Alors, on est quand même dans un dysfonctionnement massif de la justice, mais écoute, Gaza, c'est une telle tragédie, moi j'en pleure de voir ce qui se passe là-bas, et non seulement la cruauté, l'inhumanité, la brutalité Et extrême Jean-Dominique, c'est un peu ça. Je vais être totalement transparent avec les 850 personnes qui nous regardent. Mais tu vois, au moment du Covid, on est des, on, on s'est fait connaître à ce moment-là. Toi, t'étais déjà connu, mais c'est vrai qu'à un moment du Covid, il y a eu des voix comme les nôtres, que ce soit Tribune Populaire ou toi, où on s'est vraiment, il y a eu une grande humanité qui a traversé tout ça, hein. On se le dise, c'est vrai, c'était assez fort en termes d'humanité. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans cet élan d'humanité qui n'ont pas suivi sur Gaza. Alors que pourtant, c'est une injustice envers un peuple, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable, tu vois. Et c'est ça c'est vrai que je comprends pas. Et tu m'as dit un peu en off que toi aussi tu avais remarqué les mêmes choses, hein. C'est que c'est vrai qu'on n'a pas le même élan de solidarité, alors que même si ça ne concerne pas exclusivement la France, c'est quelque chose qui doit quand même nous faire prendre conscience de tout ça, quoi, en quelque sorte. Mm. Et en ce qui me concerne, je vois une continuité évidente. Tu sais, à l'époque du Covid, j'avais été invité à prendre la parole dans une manifestation à Lausanne et j'avais utilisé l'échelle des génocides telle qu'elle est formalisée notamment par le musée de l'Holocauste à Montréal, parce qu'évidemment qu'un génocide, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus qui passe par un certain nombre d'étapes. Et comme on avait entendu des propos extrêmement déshumanisants, notamment vis-à-vis des gens qui avaient choisi de ne pas se faire vacciner, les soignants suspendus, les contestataires de la politique Covid, j'ai posé la question à la foule, étape par étape, est-ce qu'on a vu ça? Est-ce qu'on a vu ça? Et puis évidemment, la réponse était oui. On était déjà dans une logique génocidaire. Quand certaines personnes disaient, mais les antivax, il faut les laisser me crever de faim, il faut les parquer dans des camps, il faut les vacciner de force, ce sont plus des citoyens. On était déjà dans des prémices. Alors évidemment, ce n'était pas un génocide. Donc, je suis allé dans mon échelle jusqu'à 7 sur 10. Puis là, j'ai dit, le reste, on n'y est pas encore. Mais c'était pour montrer qu'il y avait déjà cette tonalité qui apparaissait. Et au fond, ce que j'observe, c'est qu'il y a une stratégie de clivage de la population avec des angles de coupe qui varient. C'est ce que j'ai appelé la stratégie du hachoir. Donc sur le Covid, on a clivé et opposé les gens. Puis après la guerre en Ukraine, on a reclivé. Puis après les Jeux Olympiques, on a reclivé. Puis après, et comme ça,
on varie l'angle de coupe parce que les fronts entre ceux qui s'opposent ne sont pas symétriques. Par contre, le résultat, c'est qu'on hache totalement la population. Et Gaza, si tu veux, c'est un génocide, donc c'est l'aboutissement de la dérive totalitaire dans laquelle on est, parce que les dérives totalitaires vont toujours vers la destruction de certains groupes. Et au fond, ce dont on s'aperçoit, il faut le faire avec horreur, c'est que c'est comme si l'opinion publique, par les traumatismes répétés des crises antérieures, au fond, s'était accoutumée à l'idée que quelque chose comme ça pouvait se produire, et même pour un certain nombre de citoyens, trouver des justifications. Une d'entre elles, c'est pas un génocide. Alors, je viens de faire 2 émissions et j'en ai 2 autres de prévues pour montrer pourquoi c'en est un. C'est pas une question d'opinion, c'est pas un jugement subjectif. C'est juste qu'il y a des faits qui, s'ils sont observés et démontrés, relèvent de la qualification de génocide. Mais tu as encore plein d'influenceurs de plateau qui viennent dire: «Oh non, l'armée israélienne, oui, elle se lâche un peu, mais c'est quand même pas un génocide. Il y a pas 800 000 morts, c'est pas comparable avec la Shoah». Alors que si tu analyses la gravité des faits, plus l'intention énoncée par les responsables palestiniens d'exterminer ou de déplacer le groupe des Palestiniens tellement il aura été brutalisé, martyrisé et massacré, c'est la définition même du génocide. Donc je vois cette continuité, et puis après je vois aussi les modalités de langage qui sont utilisées pour anesthésier la réaction des gens. Et notamment, hein, oui, mais bon, après tout, c'est les résultats du 7 octobre, ils avaient qu'à réfléchir avant d'attaquer, ou ouais, mais ils ont qu'à libérer les otages, ça prendrait fin, ou c'est les informations du Hamas qui indiquent que c'est vrai, ou de toute manière, les Arabes veulent exterminer les Juifs, donc c'est soit ils se laissent faire, soit ils tuent les autres. Et puis, avec un ensemble d'endoctrinement et de propagande totalement fausses par rapport à l'histoire qui sont scandaleuses. Pour donner juste 2 ou 3 exemples, les meilleurs historiens israéliens soulignent qu'avant la création de l'État d'Israël, les communautés juives et arabes vivaient en bonne harmonie dans tous les pays arabes. Ça coexistait très bien. Partout, en Irak, en Syrie, au Maroc, en Égypte, en Libye, en Tunisie, au Liban, partout, partout. Il y avait des fois des tensions, mais il y avait absolument rien qui. Il y avait beaucoup plus de points communs entre ces populations, des relations de bon voisinage. Et donc, expliquer que les Arabes détestent les Juifs et veulent les détruire, ou aujourd'hui les Iraniens. Attends, il y a une connexion entre la Perse et les Hébreux depuis toujours, puisque c'est la Perse qui a libéré les Hébreux de la déportation à Babylone. Il y a une forte communauté juive en Iran qui est parfaitement intégrée. Un juif tunisien est retourné en Tunisie récemment, il a dit que les gens, la prochaine, ils disaient: mais t'es juif? Ah super, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ta famille vient d'ici? Donc il n'y a pas du tout cette tension où le monde musulman voudrait exterminer les juifs. Par contre, c'est quelque chose qui est totalement entretenu, notamment dans le fantasme paranoïaque israélien, où on fait croire ça, on invoque le terrorisme islamiste, alors qu'il a toujours été financé par Israël et les pays occidentaux. Les frères musulmans, c'est les services secrets britanniques et la CIA qui ont commencé par le financer. Daesh, ISIS, on se souvient des horreurs qu'ils ont fait. Et on se Faire souvient des brûler des femmes. déclarations. On se souvient des déclarations de Hillary Clinton à ce sujet-là, hein, qui avait C'est dit, ça. vous savez, au début, c'est nous, on les a financés, hein. Donc, voilà. Et on voit maintenant, il y a un type à la tête de la Syrie qui a ordonné les attentats du Bataclan que l'État français a laissé faire. Hein, ça, et puis qui a commis tous ces crimes sur les femmes yézénies, hein, ces femmes brûlées vives, ces gens crucifiés, ces tortures, ces horreurs. Ben, ce mec-là, aujourd'hui, c'est le plus grand ami de la France. Il se fait papouiller par Macron. Donald Trump dit c'est un mec très bien. Les Israéliens sont tout contents parce qu'il sert les intérêts d'Israël. Donc, on est dans une truanderie, mais vraiment qui est répugnante, et où on a créé comme ça un fantasme. Euh, Autre exemple, que l'Iran voulait détruire Israël. Mais ça n'a jamais été vrai. Ça a été une mauvaise traduction d'un propos de Ahmadinejad, le président précédent, qui disait: je ne pense pas qu'Israël puisse survivre étant donné ce qu'il est en train de faire. Il n'a jamais appelé à la destruction d'Israël. Même le Hamas a toujours dit: nous n'avons aucune intention de nous en prendre aux Juifs. Par contre, l'État d'Israël est problématique.
Mhm. De la rivière à la mer, le fameux slogan des Palestiniens, sous Arafat, ça voulait dire un pays laïque où tous les citoyens, quelle que soit leur confession, auraient des droits égaux. Ça n'a rien à voir avec l'extermination des Juifs. Et donc, Mhm. on est dans cette propagande comme ça, extraordinairement paranoïaque et anxiogène, mais qui après polarise les gens. Parce qu'à force d'entendre dire ça, ben, on finit par se dire, ben, après tout, les Israéliens ont bien le droit de se défendre. Et peut-être que ce qu'on nous dit sur Gaza n'est pas vrai. Donc, c'est très, très intéressant, mais voilà, c'est tellement consternant que même l'intérêt qu'on peut trouver à observer ça devient infiniment douloureux parce que c'est ignoble ce qui s'y déroule. C'est ça. Et on voit le traitement médiatique autour de Rima Hassan, par exemple. Tu vois. Qui Rima Hassan aurait tout pour être le produit marketing du système politico-médiatique. Elle est jeune, elle est belle, elle est de gauche. Elle a tout pour elle. Vraiment, hein, pour qu'elle sorte dans le système politico-médiatique, elle a tout pour elle. Mais le problème, c'est qu'elle défend Gaza. Et donc, tout de suite, on l'a mis dans une case, elle, faut l'anéantir médiatiquement. Ils n'ont pas, malheureusement, je pense qu'ils sont en train d'échouer grassement sur le sujet Oui. parce que là, ils sont en train de médiatiser quelqu'un et je demande à voir ce que ça va donner parce qu'elle a des paroles très très fortes face à l'oligarchie à laquelle on parlait sur le sujet Macron, par exemple, où elle a des mots, je veux dire, je l'ai entendu parler là de président du Sénat, fou, ça, un politicien parler comme ça, c'est quand même, ça change. Et, et je veux dire, tu vois, elle avait tout pour être le produit, mais vu qu'elle a défendu Gaza, on a essayé de l'anéantir. Et ça marche pour plein de gens qui se sont montés au créneau sur Gaza, j'en ai reçu même sur la chaîne. Enfin, je veux dire, donc on voit à quel point ce sujet-là, quand même, il dérange. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah c'est. oui, oui, totalement, totalement. Mais en même temps, tu vois, autant ce qui s'y passe est bouleversant au-delà de tout mot qu'on peut mettre dessus, tellement c'est ignoble, autant je pense que c'est en fait là que se jouera leur défaite. Parce que au fond, il y a dans le sens profond de notre humanité quelque chose qui ne peut pas adhérer à ça. Et autant la propagande médiatique, l'occultation, les doubles langages, les justifications font que la caste médiatico-politique, effectivement, est totalement complice de cette horreur et cherche de toutes ses forces à garder la population dans l'ignorance de ce qui se déroule là-bas. Et je le redis une fois de plus, hein, parce que non pas par peur des procès d'intention, mais il faut bien se rendre compte que ce qui se déroule en Palestine et en Israël aujourd'hui n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est une prise d'otage du judaïsme par un courant délirant sioniste fasciste et qui utilise l'argument du judaïsme parce que ça donne une protection absolue après la Shoah. Et d'innombrables juifs de toutes sortes de courants sont en train de protester violemment en disant mais n'instrumentalisez pas le judaïsme pour justifier des choses pareilles. J'ai cité de très grands universitaires israéliens spécialistes de la Shoah, de l'Holocauste et des génocides qui disent mais bien sûr que c'est un génocide, bien sûr que c'est un génocide. Donc voilà, ce n'est vraiment pas une position politique que j'adopte, c'est une position juste d'humanité élémentaire. Et j'ai envie de dire qu'au prix de souffrances apocalyptiques et révoltantes, mais les Palestiniens sont en train, et avec, tu vois, ça me touche tellement d'en parler, ils ont un courage, une dignité, une grandeur en tant que peuple. Eh bien, ils sont en train de montrer la réalité de qui est aux commandes dans nos pays. Et on voit ce mouvement de révolte des populations partout. Tu as entendu parler de l'élection du maire de New York qui a porté un musulman en tête. Mhm. 50% des juifs new-yorkais ont voté pour cet homme-là. Mhm. Donc, partout à travers le monde, ce sursaut de conscience s'opère parce qu'il y a en nous, tu vois, on peut nous mentir, on peut nous manipuler, on peut nous instrumentaliser, on peut nous faire détester les gens qui ne portent pas des masques. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, mais c'est comme s'il y a une limite
qui est celle de cette négation absolue de notre humanité qu'est le génocide. Et au Mhm. fond, on est en train d'arriver là. Je pense qu'il va y avoir des retours de manivelle énormes parce que la réalité, c'est que l'ensemble de nos gouvernants sont complices d'un génocide. L'ensemble des salopards de médias qui viennent justifier cette monstrualité sont complices de génocide au sens du droit international et de la convention qui a été passée après la Shoah. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont tous finir à devoir rendre compte des positions qu'ils ont eues parce que ça nous met tellement face à l'essentiel qu'on ne peut pas cautionner des monstruosités pareilles. Et donc, je pense que dans ce vertige de toute puissance, on peut tout faire, on peut tout laisser faire, on peut tout défendre, on peut être complice de tout. Ils sont en fait en train de taper l'endroit où leur défaite se joue. Et on voit les populations du monde entier sont en train de s'éveiller à ça. Dans les accords d'Abraham, tu sais qu'il y a à peu près tous les pays arabes du Golfe et limitrophes qui sont impliqués. Le roi Abdallah de Jordanie, machin en Arabie Saoudite, même Mahmoud Abbas. Mais les populations dans ces pays détestent leurs dirigeants du fait qu'ils laissent les Palestiniens se faire massacrer. Les dirigeants en question, ils en ont rien à foutre des Palestiniens, mais rien à foutre. Mhm. Par contre, les Ouais. populations sont totalement braquées contre leurs propres dirigeants. Et donc, je pense que voilà, dans cet état d'abomination absolue, il y a l'énergie nécessaire à un renversement. Évidemment que je le souhaite de tout cœur, mais je te dis, je suis tellement bouleversé par ce qui Mais se passe là. mais je suis pareil que toi, et moi je trouve que, tu vois, le grand espoir qu'on a dans tout ça, c'est que les jeunes de mon âge, on va dire de moins de 35 ans, on va dire, euh, on est unanime sur ce sujet-là. C'est Tu vois. ça. Je trouve, enfin, après, il y a peut-être 5 à 10% de brebis égarées, mais il y a quand même un grand élan à ce niveau-là, c'est que les jeunes, tous, il n'y a pas de concession sur ces sujets-là. Ouais. Nous, on est sur ces sujets-là, il n'y a pas de concession. Et ça, j'aime bien, parce que c'est vrai que je vois sur la sphère Twitter, les mecs qui ont à peu près mon âge et qui ont aussi des chaînes d'infos ou d'autres Mm. trucs, d'autres concepts, gaming, tout ça, on est tous d'accord sur ces sujets-là. Donc c'est le petit, je trouve que c'est l'aspect positif quand même de ces choses-là. Et je suis d'accord avec toi que ce peuple a une vraie force et c'est incroyable après, en ayant subi tout ça et en voyant le traitement médiatique qu'on en fait, c'est dingue la force qu'ils ont. Et grosse force à eux et grosse force à tous les gens qui aident dans l'humanitaire, tout ça. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me suivent et grande force à vous parce que vous faites un super boulot. Alors, on va faire les 10 dernières minutes sur la liberté d'expression, Jean-Dominique, parce qu'on a vu que bon, bah, il y a plein de gens de la réinfosphère, des gens du même courant un peu que nous qui se sont fait attaquer, hein, certains ont des procédures, on a essayé d'en Mm. enfermer d'autres à Sainte-Anne. Il y a eu plein de choses, hein, on a vu. Euh, Toi, comment tu vois la liberté d'expression là en 2025 en France sous l'ère Macron? Bah, extrêmement problématique parce que, alors, comment dirais-je, il n'y a pas eu de suppression formelle de la liberté d'expression. Tu vois, le simple fait qu'on ait cette émission et qu'on puisse dire tout ce qu'on y dit en est la démonstration. Toutefois, il y a eu des moyens beaucoup plus détournés qui ont été utilisés, qui passent par de l'intimidation, par de la destruction de réputation. Il y a eu aussi tout cet écosystème de l'industrie de la censure et de la propagande que des journalistes émérites ont mis en lumière, dont j'ai résumé la configuration dans le dernier de mes livres, La fabrication du désastre, où on voit qu'il y a des centaines d'officines et des centaines de milliards de dollars qui ont été investis pour des opérations d'influence de l'opinion publique avec vraiment oui, ce clivage pré-génocidaire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire où on a vraiment identifié des personnes qui ne se soumettaient pas à des injonctions toxiques et absurdes comme étant des ennemis qui mettaient en danger les autres, qu'il fallait ostraciser, qu'il ne fallait ne pas écouter, et avec comme conséquence tragique la disparition du débat
C'est Vincent Pavant et Ariane Biran avaient écrit un livre qui s'appelle Le débat interdit. Et ça a été ça. Ça a été la confiscation du débat démocratique et du débat scientifique, ce qui est une hérésie, parce que le propre de la science, c'est précisément de débattre sur des hypothèses et d'essayer de faire avancer l'intelligence et la compréhension, parce qu'on ose remettre en question les dogmes qui sont tenus pour vrais à un moment donné. Donc, moi, je l'ai vécu très au premier rang parce que j'étais quand même un anthropologue estimé dans mon domaine, invité dans des universités, ayant, tu vois, interagissant avec des ministres pour réfléchir à des politiques de santé. Et c'est vrai que le fait d'être déchu de sa respectabilité du jour au lendemain pour n'être plus identifié que comme étant un complotiste et un extrémiste de droite antisémite, ça fait drôle. Surtout quand aucune de ces étiquettes ne te correspond. Maintenant, une fois qu'on comprend que c'est le jeu, enfin le jeu, hein, ce qui nous est imposé, on fait avec. Et puis, j'ai envie de dire, tant que ma sécurité physique n'est pas menacée, je m'en fiche un peu. Là où ça devient plus préoccupant, c'est quand on voit des intimidations, des morts douteuses, et qu'on sait que Macron, qui a l'air assez parano par ailleurs, suit très attentivement tout ce qu'on dit sur lui et sur Brigitte, hein, et qu'il y a des opérations qui sont lancées par des services de l'État totalement dévoyés, parce qu'ils ne sont pas payés pour ça, ils n'existent pas pour ça, pour entrer dans quelque chose de plus grave. Et je dirais que pour l'instant, les seules personnes qui ont vraiment été attaquées physiquement, ça a été des responsables politiques. Il y a eu des chefs d'État africains qui ont été assassinés, l'ancien Premier ministre du Japon, le Premier ministre slovaque qui a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc, si tu es homme d'État et que tu t'opposes à la dérive, tu risques ta peau. Pour l'instant, les intellectuels et les penseurs comme tous ceux qui sont exprimés dans la dissidence ne sont pas à risque, sauf s'ils ont été trop près des services secrets ou des forces armées. Donc là, il y a quand même des morts suspectes parmi les militaires et les anciens des services de renseignement. On pense évidemment à Eric Dunsey. Euh, mais bon. Par exemple, Eric Dempsey, qui parlait des choses qui se passaient en Iran, en Israël et à Gaza, lui, par exemple, parce que moi, on m'a souvent dit, moi, je suis totalement transparent avec les gens ici. On m'a souvent dit qu'avec les sujets que je traitais, que parler du FBI, ça dérangeait pas. C'est des gens quand même assez bien placés qui m'ont dit ça et que, en gros, parler du FBI, ça dérange pas. Parler de la CIA, pareil, ça dérange pas. Parler du MI6, ça dérange pas trop. Parler du Mossad, on m'a dit, tu peux commencer à t'inquiéter. C'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est qu'on m'a dit, c'était un moment où je partageais beaucoup de vidéos là-dessus sur le Mossad et tout. Et quelqu'un qui me suivait de manière très bienveillante et qui était dans les services un peu au-dessus, il m'a dit, tu devrais te calmer quand même sur le Mossad parce que c'est pas des sujets où tu finis en vie généralement. Voilà. Et c'est pas une personne qui m'a dit, c'est plusieurs personnes qui m'ont dit que le Mossad, c'était quand même la méthode, on va dire. Oui, j'en suis conscient aussi, mais ça ne m'empêche pas d'en parler et de le dénoncer parce que, comment dirais-je, tu sais, Solzhenitsyn avait donné son fameux discours à Harvard sur le déclin du courage en Occident. Et les Américains, bébêtes comme ils sont, étaient persuadés que cet ancien dissident soviétique allait faire l'éloge du monde libre et du modèle capitaliste. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a dit, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes mal barré, parce que la lâcheté est en train de se répandre partout en Occident, et surtout, vous ne savez plus pourquoi vous vivez, parce que vous ne savez plus pourquoi vous seriez prêt à mourir. Ouais. Et face à des choses comme ce qui se passe à Gaza et autres, tu vois ce que je veux dire. En ce qui me concerne, il y a quelque chose qui est clair, c'est que je ne me tairai pas parce que mon humanité en dépend. Il y a plein de sujets sur lesquels je peux me dire, bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis un peu prudent? Est-ce que bon, mais bon, tout de même, c'est pas tellement dans ma nature. Je préfère foncer dans le tas. Mais quand on va toucher à quelque chose d'aussi essentiel, voilà, il y a quelque chose en nous qui doit se cabrer, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, par ailleurs, ça reste assez Toi, coûteux pour des services non, secrets d'organiser. non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une phrase que j'aime bien. Je crois que c'était Juan Branco qui l'avait dit. Qui avait dit, quand on rentre dans ce combat-là, anonyme ou pas, faut être prêt à mourir.
Un peu en quelque sorte, c'est ce qu'il voulait dire. Et Ouais. ça, je suis assez d'accord avec ça en fait. C'est que même si on est anonyme comme moi, de toute façon, ils peuvent nous Mm. remonter facilement, ou quand on est public comme toi, c'est vrai que c'est des choses où faut être prêt en fait. Si quelqu'un demain venait et nous faisait, comme on dit, faut être prêt à ça, en quelque sorte. Oui, notre dignité en dépend. Tu sais, mes grands-parents ont caché des juifs pendant la guerre. Dans une pièce secrète, mon grand-père se relevait la nuit pour faire des faux papiers d'identité pour qu'ils puissent fuir. Ma tante, âgée de 19 ans, a traversé un barrage nazi à la gare de Bergerac avec une jeune juive qu'elle faisait passer pour sa cousine. Et s'ils avaient été démasqués, ils finissaient tous fusillés ou déportés. Mais ils l'ont fait. Et Mhm. oui, oui, je crois que dans des moments comme ça, on est face à l'essentiel, on est face au sacré. On voit qu'ils essayent de saccager le sacré de la vie humaine chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les Palestiniens, chez d'autres. Et là, il y a quelque chose en nous qui n'est pas négociable. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mhm. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Dominique, pour ce premier live ensemble. Et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'était une super émission. Je trouve qu'on a bien balayé tous les sujets. Merci à tous en tout cas dans le chat parce que vous êtes beaucoup à écrire. Je vois que tout à l'heure ça défile. Et j'ai vraiment pas pu tout lire, mais merci à tous. Vous êtes 1200 sur le live, donc ça fait plaisir. Et demain, on se retrouve avec François Asselineau pour faire un tour du monde aussi politique, géopolitique et aussi parler des candidats pour 2027 hein, qu'on choisit le système politico-médiatique. On va regarder ça, on va en parler avec lui parce qu'on a plein de choses à vous dire avec la réunion Bilderberg qui est. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Dominique. En tout cas, je vous invite à tous à aller sur Amazon pour regarder le livre La fabrique du désastre, qui, pourquoi, Mm. comment. Donc vraiment un super livre que je vous invite à tous vraiment à aller acheter et à lire parce que c'est un super livre. Je ne l'ai pas derrière moi parce qu'en fait, comme vous savez tous, j'étais en déménagement il y a moins de 10 jours et que ben, le livre doit être sûrement encore dans des cartons. Mais il va bientôt être là normalement. Voilà. Et merci en tout cas, Jean-Dominique. C'était un plaisir de faire cette émission avec Merci toi. Baptiste, merci beaucoup. Bonne soirée à tous, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée dans le chat. Ciao, ciao.